Alain Badiou, le dernier des philosophes, d'une génération que l'on a eu la chance, Verietti, Savas et moi, de le connaître d'une autre façon en France. Voilà une autre question, peut-être, me poser. Au moment où on parle, on vit dans une crise. On a pensé de ça. Oui, d'accord. Qui était intéressant. Très bien. Oui, alors la question, qu'est-ce que vivre? C'est une question un peu vaste tout de même. En un certain sens, c'est la question philosophique, après tout. La philosophie, ce n'est pas seulement de la connaissance, ce n'est pas seulement du savoir, ce n'est pas seulement du concept. La philosophie, depuis le début, c'est bien ce qui se pose la question, qu'est-ce que vivre? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une vie digne du nom de vie? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui soit autre chose qu'une survie? On peut dire ça. Autre chose que la simple continuation de la vie animale. C'est pour ça que dès le début, cette question de la vie s'est trouvée liée par la philosophie à la question de pourquoi vivre, la question du sens de la vie ou des motifs de l'existence. Parce que précisément, la simple notion de vie ne donne pas de réponse à la question qu'est-ce que vivre, bizarrement. Elle donne la réponse élémentaire. Si la vie, c'est simplement la continuation de la vie, alors nous sommes comme des sujets passifs. C'est-à-dire la vie nous traverse et nous pousse et nous guide. Et qu'est-ce que vivre ne peut même pas se formuler comme question. Donc, qu'est-ce que vivre, c'est la philosophie elle-même. C'est une question tout de même très vaste. Et je voudrais simplement, puisque vous avez parlé de la crise, dire un mot là-dessus, parce que cette affaire est liée à la question qu'est-ce que vivre, après tout. Exactement. Parce que on peut aussi définir, après tout, le capitalisme, donnant-lui son nom banal. On peut définir le capitalisme aussi comme une certaine philosophie de la vie, après tout. Et la thèse fondamentale du capitalisme, c'est que l'homme est incapable de vivre pour autre chose que pour ses intérêts. C'est quand même la donnée de base. En ce sens, il y a vraiment une thèse sur l'homme, sur l'humanité. L'humanité est au fond un groupe animal, en réalité, qui a simplement des manières particulièrement sophistiquées ou compliquées de satisfaire ses intérêts. La production, les échanges, la communication, etc. Mais en fin de compte, l'idée que se fait le capitalisme de la vie, l'idée dont il a besoin pour que son système marche, c'est que l'homme est un animal égoïste. C'est-à-dire un animal greffé, articulé sur le système de ses intérêts. Chose qui n'est pas faux, d'ailleurs. Mais il est cela. Évidemment, ce n'est pas faux. Si c'était complètement faux, ça ne marcherait pas, évidemment. Ça touche une vérité. L'homme est un animal égoïste et qui vit pour ses intérêts. Mais est-ce que cela répond à la question philosophique originaire qu'est-ce que vivre? C'est là le problème. C'est-à-dire que, en fin de compte, la question devient est-ce que la réponse à qu'est-ce que vivre, c'est satisfaire ses intérêts, satisfaire le système général de ses besoins et poursuivre ses intérêts propres? Est-ce que par conséquent l'unité de la vie, c'est l'individu saisi dans ses intérêts particuliers et limités? Ou bien est-ce que, pour aborder la question qu'est-ce que vivre, il faut premièrement assumer cette dimension? Je suis d'accord avec vous, elle a une vérité propre, mais considérer qu'il y a aussi autre chose. Le capitalisme, effectivement, il propose un principe de vie, une forme de désir abadardi. Cet abadardissement du désir s'accomplit dans la réduction, justement, du désir à une dimension d'intérêt, dans des coordonnées d'intérêt.
Et donc, il essaye d'obtenir une sorte d'immanentisation du désir, de rendre les fins de la vie humaine compatibles avec la logique du fonctionnement du capital. Et donc, ce qui apparaît dans l'horizon du désir comme seul et unique objet de convoitise, c'est le profit. Et donc, cette réduction de la vie aux intérêts vitaux, condition de fonctionnement même du capital. Le capital arrive à intégrer et à tirer justement profit de cette réduction de la vie aux intérêts vitaux. Exactement. Le fonctionnement du capital me rappelle encore la métaphore que Marx lui-même a utilisée, que le capital c'est le vampire. Voilà. Alors le plaisir, c'est le plaisir vampirique que la mort obtient par arracher vraiment qu'est-ce qu'il y a de vital et de vraiment humainement vital, je peux dire, entre nous. Et il y a une phrase dans le livre Dracula de Bram Stoker qui dit « Quelle est la force du vampire ?» La grande force du vampire, c'est qu'il a persuadé, nous tous, qu'il n'existe pas. Oui. Comme le capitalisme. Il dit, moi je n'existe pas, je suis la liberté, l'égalité, la fraternité de tous, je suis la démocratie et la république. Mais on voit qu'est-ce que ça veut dire, capitalisme, particulièrement maintenant que nous vivons son désastre. Dimitris disait tout à l'heure que, en vérité, la matrice subjective de ce monde, c'est la réduction du désir à l'intérêt. Je crois que c'est tout à fait exact. C'est donc quand même une version de l'humanité extraordinairement pauvre, en réalité. Parce que ce qui me frappe, c'est la pauvreté de la richesse capitaliste, la pauvreté subjective de la richesse capitaliste. Et en particulier, le désir lui-même est un désir pauvre. Parce que, pour l'essentiel, c'est le désir des objets et de ce qui permet d'acquérir les objets. Donc le capitalisme, c'est une espèce de distribution d'objets qui constitue une figure de l'humanité que je dirais une espèce d'enfance perpétuelle. Le sujet adapté au monde capitaliste est une sorte d'enfant perpétuel, capricieux et asservi en même temps, et qui, au fond, demande les moyens, demande aux parents anonymes du capital les moyens d'obtenir constamment de nouveaux jouets. Et cette espèce d'humanité pauvre, de désir puéril, finalement, dessine une humanité qui est une humanité dans laquelle vivre devient soi-même une chose pauvre, en réalité. Quand elle n'est pas, naturellement, comme pour quand même la grande masse de l'humanité, il faut le rappeler, celle qui est démunie d'objets, justement, celle à qui on ne donne pas même les jouets en circulation, la vie est alors une vie difficile, opprimée, persécutée, ensanglantée, et donc, si on regarde le monde d'aujourd'hui, et si on l'éclaire à partir de notre question, qu'est-ce que vivre? Ce qui nous est proposé, c'est deux choses. Soit pour les milliards de ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de vivre, une espèce de lutte permanente pour survivre, d'abord, et puis pour les autres, qui ont un peu les moyens, la vie enfantine et pauvre de la consommation des objets et des jouets. Et donc moi je soutiens que la vraie vie est absente. Enfin, citons le poète, la vraie vie est absente. Et ça nous ramène à la question, qu'est-ce qui pourrait être sa présence, qu'est-ce qui pourrait être son don, sa grâce? Eh bien c'est sûr qu'on doit le chercher du côté de ce qu'est le désir désappauvri, le désir qui n'est plus réductible à l'intérêt, le désir qui n'est plus celui
l'individu isolé. Voilà. C'est plus juste de dire la vraie vie est ailleurs. Pas absence, est ailleurs. Oui, oui. Il y a un ailleurs toujours. Il y a un ailleurs, mais c'est Ailleurs. voilà. Mais la question de cet ailleurs demande une anticipation philosophique aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Parce que c'est bizarre, et c'est frappant de dire que ces gens-là, les dirigeants, les riches, disons, ils ont presque le même avisme, le même mode que demandons l'impossible. Eux demandent aussi le possible capital, c'est-à-dire ça qu'on voit à Lehman Brothers, etc., c'est toujours l'impossible. N'est-ce pas? Oui, c'est un désir pervers, vraiment. C'est un désir. C'est un désir pervers, mais pas de l'avenir, c'est de la perpétuation du présent dans d'autres formes. Ça, c'est la perversion. L'avenir, c'est le totum novum, c'est le totalement nouveau, qui n'existe pas. C'est l'ailleurs que tu as dit. Alors, la vie est ailleurs, c'est ça qui n'existe pas encore. Mais on voit, on la désire. Je me rappelle bien, vous avez utilisé dans votre livre cette expression dans la République de Platon, quand on lui a demandé où ça existe cette cité que tu rêves, que tu désires d'avoir dans l'avenir, une cité des égaux. Les jeunes gens posent la question, mais ça n'existe pas, cette cité-là, ça n'existera jamais. Ils répondent d'ailleurs dans un premier temps, ça peut peut-être exister ailleurs, justement. Pas chez nous, mais ailleurs. Et il dit après, de toute façon, c'est sous la règle de cette cité qui n'existe pas qu'il faut vivre. Donc, à la question « qu'est-ce que vivre ?» c'est... Alors là, nous rentrons évidemment dans l'autre versant des choses. Adoptant le langage platonicien, que j'aime bien, je dirais « qu'est-ce que vivre ?» suppose toujours une référence à l'idée. Il est absolument impossible de répondre à cette question de façon positive ou différente de celle que propose le Capital si on n'introduit pas un terme qui est un terme, justement, qui désigne l'ailleurs, qui désigne ce qui n'est pas immédiatement donné dans l'intérêt ou dans l'immédiat. Et dernière remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la question du temps est très importante. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition d'une temporalité particulière. Ça, j'insiste toujours sur ce point. C'est en particulier quelque chose qui fait semblant d'être dans la transformation perpétuelle alors qu'il est dans la stagnation essentielle. C'est une espèce d'agitation sur place, comme ça. Et en réalité, il n'y a que le présent, mais c'est aussi un faux présent. Parce que ce présent est toujours dilapidé dans la circulation des objets. Et je pense que la temporalité du capital est la temporalité de la circulation du capital. Mais une circulation ne crée pas un temps vivant. Et je dis souvent à mes étudiants, mais ralentissez, ne vous laissez pas prendre par la précipitation capitaliste qui fait qu'on est toujours pressé, que tout est urgent, etc. Alors qu'en réalité, il ne se passe rien. Il ne se passe rien que ce qu'on disait, le désir pauvre et la consommation des objets. Et donc, je dirais, la question « qu'est-ce que vivre ?» dans le monde que nous connaissons, et qui, Dieu merci, est en crise, elle a deux entrées. Et il y a une entrée par le supplément, appelons-le comme ça pour l'instant, l'ailleurs, le supplément, l'idée, on peut lui donner beaucoup de noms, l'avenir, tout ça c'est un peu la même chose en fin de compte, et puis la question du temps. Je ne crois pas qu'on puisse déployer une résistance ou une anticipation de l'avenir d'une vie différente sans construire une sorte d'abri temporel, quelque chose qui nous permet de résister au temps capitaliste. Parce que dès qu'on est pris dans cette précipitation, dans cette urgence, dans le fait qu'il faudrait arrêter la crise tout de suite, demain, alors on est captif de cette espèce de peur enfantine, finalement, qui règne partout. Le capitalisme, c'est aussi l'imitation à grande échelle. Hein.
C'est la loi imitative par excellence. Je suis toujours tout à fait amusé par le fait que on nous explique le culte de l'individu, de la différence individuelle, alors que tout le monde est exactement pareil. Les gens, dans leurs désirs, dans leur consommation, dans leurs objets, sont beaucoup plus identiques qu'ils ne le sont jamais. Et en vérité, chacun imite la circulation des objets générale. Et la crise, évidemment, c'est la mimétique de la peur. Ça n'est pas autre chose, c'est une imitation de la peur. Puisque mon voisin s'inquiète du prix des actions en bourse, je vais m'inquiéter aussi. Il veut vendre, je veux vendre. Il veut acheter, je veux acheter. Et finalement, un effet de précipitation irrésistible se fait par pure et simple imitation. Donc dans ce système, on a non seulement une temporalité, comme tu le disais, qui est une temporalité tout à fait pauvre et sans avenir, mais on a aussi des phénomènes d'imitation pure qui créent la panique, le désastre de façon irrésistible. Tout ça montre bien que, en réalité, la vie proposée par ce système est une vie de pauvreté subjective totale. Et je pense qu'il faut faire propagande sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une propagande adverse pour expliquer que le capitalisme et la démocratie, c'était l'épanouissement de la vie individuelle, alors que de l'autre côté, il y avait un totalitarisme grisâtre et sinistre dans lequel tout le monde était pareil. Je pense qu'il faut dire, ce n'est pas comme ça que se pose le problème. Notre problème, c'est que le capitalisme, lui, impose une vie imitative et extraordinairement pauvre. Voilà. Et il faut revendiquer que la richesse de l'existence est de notre côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le capitalisme n'est pas en état de proposer un désir, de susciter un désir, un vrai désir. Qu'est-ce que ça pourrait être un vrai désir? Une phrase de Lacan qui me vient à l'esprit, le désir mime le gouffre de l'infini. Le désir mime le gouffre de l'infini. J'ai l'impression que le capitalisme, d'une certaine manière, folklore l'infini dans le rapport du sujet au désir. Ce qu'il suppose, c'est la finitude banale, idiote, triviale de l'objet de consommation. Oui. Il y a un désir tout prêt à régler sur un objet tout prêt à consommer. Et donc, cet objet-là, proposé au titre d'objet de consommation, suscite justement, non pas les désirs, mais une espèce de rivalité mimétique pour sa possession. Et là, effectivement, on arrive, comment dire, à une espèce de caricature de la crise mimétique, telle qu'elle a été décrite un peu par René Girard. Tout le monde se précipite sur les objets de consommation, tout le monde veut accumuler des richesses, métonymiser à l'infini ces richesses-là, déconnectées de tout désir, sans savoir à quoi ça peut servir. Et il y a effectivement un moment où cette espèce de crise mimétique est conduite vers un point d'affondrement total. Et là, on en a effectivement la démonstration de ce processus. En définitive, l'imitation, enfin la mimésis, est une recherche d'identité, mais que, en définitive, cette identité est elle-même entièrement vide. C'est-à-dire que c'est une imitation pour construire une identité, et en fin de compte, cette identité elle-même se dérobe. Alors je crois que c'est aussi une manière d'approcher la crise dont nous parlons, là. L'imitation consommatrice du désir capitaliste, appelons-le comme ça pour faire court, il y a toujours un moment où ce qui se révèle, c'est son vide propre. C'est le fait qu'elle va s'engouffrer dans son propre vide, elle va disparaître dans son propre vide, parce que c'est une identité entièrement factice, naturellement. Comme Dimitris le disait, c'est une identité qui, au lieu d'ouvrir le désir à sa propre infinité, le barre ou le bloque dans la succession des objets qui ne sont même pas des objets partiels véritables, qui sont des objets fermés. Hein.
Et donc, je crois qu'on peut décrire aussi la crise, nous la prenons, on peut la décrire au niveau économique, au niveau politique, au niveau subjectif, au niveau philosophique, mais on peut aussi décrire la crise comme le moment où ce qui l'emporte sur la succession des objets, c'est le vide qui soutient l'ensemble du processus. Et tout se passe comme si... Je suis très frappé quand même par cette image de milliers de milliards de dollars et d'euros s'engouffrant dans un trou, absolument dans un trou. Donc nous avons là, non pas du tout l'ouverture vers l'infini, mais le trou vers le zéro, le trou vers le nul, le trou vers l'anéantissement, parce qu'il ne faut pas oublier que ces centaines de milliers de dollars qui sont des contreparties de valeur, malgré tout, vont purement et simplement disparaître. C'est-à-dire, ils vont partir en fumée. C'est une consommation, alors là, gigantesque, et qui est une consommation qui annule, en vérité, qui révèle la nullité du désir qui soutient toute cette affaire. En ce sens, et tout le monde le ressent quand même. Tout le monde le ressent, parce que, après tout, cette crise, on pourrait dire, c'est une crise qui, bien sûr, va avoir des retombées terribles sur les gens ordinaires, ça c'est sûr, et ça va commencer, exactement. Mais elle est aussi une crise dont les acteurs sont une toute petite poignée de gens. Mais ce que tout le monde sent, c'est qu'à certains égards, c'est une crise économique, c'est une crise politique, mais c'est aussi, et tout le monde en a le sentiment, une espèce de crise métaphysique, parce que c'est une crise de l'univers subjectif lui-même. Et en ce sens, c'est le moment où se révèle que le système de désir sur lequel tout ça a été construit et qui captivait les gens, les conduit aussi à une sorte de béance, de trou, de désastre. Les dollars disparaissent par milliards dans un puissant fond, mais la subjectivité désirante est mise en face de sa propre nullité. On essaie de circonscrire la vie à partir d'une définition de l'homme comme animal mortel. À quoi Badiou oppose une définition de l'homme comme singularité immortelle. J'en reprends ce propre terme. Et donc, l'homme comme singularité immortelle, c'est une incorporation dans un processus de vérité. Et le propre d'un processus de vérité, c'est son infinisation, son rapport à l'infini. La vie n'est situable que par rapport à cette, justement, dimension. Et je voudrais qu'Alain nous dise quelque chose de par les quatre procédures. Oui, l'amour, la poésie, l'amour, la politique. Voilà. Alors, cette question, qu'est-ce que vivre, qui est notre fil conducteur, elle est en effet prise pour moi entre deux combats sur deux bords, qui concernent directement la question de l'infini. Le premier que tu viens de rappeler, c'est arracher l'infini à la religion, en réalité. Séculariser l'infini. Séculariser l'infini, exactement. Séculariser l'infini, l'arracher à la religion, et d'un point de vue plus théorique, l'arracher à l'un aussi, au pouvoir de l'un, à la saisie de l'infini par l'un, et au fond, c'est ça qu'on appelle Dieu. D'un point de vue théorique, Dieu, c'est le moment où l'infini est capturé par l'un. Et ça, c'est une... Mais de l'autre, l'autre combat, c'est le combat contre la finitude pure. C'est-à-dire ce qui tirerait de la mort de Dieu la conclusion qu'il n'y a que le fini. Cette deuxième tendance est non seulement compatible, mais largement organisée par le capitalisme lui-même. Le capitalisme a absolument besoin de la finitude, pour les raisons que nous avons tout à fait explorées, parce qu'il propose au désir la succession infinie des objets, et il réduit l'existence humaine à la circulation. Donc c'est lui, en définitive, qui de manière essentielle propose ce que tu disais, à savoir que l'homme est un animal fini, livré à la finitude,
est absolument mortel, ce qui, en réalité, lui donne le même statut que les objets. C'est-à-dire que les objets, ils circulent avec les objets dans cette mortalité infinie. Date d'expiration. Exactement. Et les hommes sont destinés à finir à la casse, quoi, comme les voitures qui ne sont plus comme les voitures qui ne sont plus à la mode. Voilà. D'où d'ailleurs le culte de la jeunesse, très caractéristique du capitalisme, par opposition aux sociétés traditionnelles. Le culte de la jeunesse, parce qu'après, quand on est vieux, on désire plus assez. Voilà, on consomme moins, on consomme pas assez. Les pensionnaires sans pension. Donc, il faut trouver une conception philosophique, mais qui va être très vite aussi une conception politique, hein. Une conception philosophique qui, d'une part, sécularise l'infini, admet que l'infini est tout auprès de nous, que notre vie a constamment affaire à l'infini, d'un côté, et puis de l'autre côté, néanmoins, arracher cet infini à toute théologie et à toute figure métaphysique au sens traditionnel du terme. Alors, effectivement, ma proposition, Dimitris l'a très bien résumé, c'est de dire, d'un côté, l'homme est en effet un animal, nous sommes matérialistes, après tout, nous savons parfaitement qu'il est mortel, qu'il vieillit, tout ça est exact, il a des intérêts, il lui faut des objets pour survivre, tout ça est évidemment, la sphère matérielle doit être absolument reconnue, mais d'un autre côté, il a rapport à l'infini. Il a rapport à l'infini, et au fond, c'est la définition la plus simple de ce qu'on peut appeler la pensée. La pensée, l'homme comme être pensant, c'est simplement qu'il a rapport, il a certains rapports particuliers à l'infini. C'est l'autre nom du multiple, non? Voilà, et cet infini est présent là, parce qu'il est dans la multiplicité elle-même, et l'homme peut avoir accès à cet infini de façon concentrée dans la figure de la pensée. J'appelle rapport à l'infini une vérité, et cette vérité, je vous propose de dire qu'il y en a dans la science, naturellement, il y en a dans l'art, la poésie, la création, il y en a dans la politique, si elle est une politique de l'infini, c'est-à-dire comme... Une politique d'émancipation. Exactement, c'est une politique d'émancipation, une politique de l'avenir, comme tu disais. Et puis, il y en a dans l'amour, je crois, aussi, parce que l'amour est une scène dans laquelle on passe du 1 au 2, c'est-à-dire c'est la première expérimentation de la multiplicité élémentaire et quelque chose qui est au-delà de l'un. Voilà. Donc, dans tout cela, il y a de l'infini, et nous pouvons, en tant qu'individus, en tant qu'animaux, nous incorporer au processus qui déploie cet accès à l'infini. Et donc, à travers ces registres-là, la vie prend sens d'une autre manière, parce qu'elle devient la vie telle qu'elle est en liaison avec l'infini, telle qu'elle a rapport à l'infini. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vivre? Il faut répondre. Qu'est-ce que vivre en tant que nous participons? Voilà, c'est vivre en tant qu'on est cet animal mortel qui a rapport dans sa vie même à une certaine forme d'infini et d'immortalité. Parce qu'évidemment, je n'appelle pas immortalité la survie de l'âme après la mort. J'appelle l'immortalité une expérience dans le temps lui-même. Le temps lui-même nous rend possible l'idéal formulé, après tout, par Aristote, à savoir vivre autant que faire se peut en immortel. Je reprendrai volontiers la formule de Spinoza. Nous expérimentons que nous sommes éternels. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et ça ne veut pas dire que notre composition corporelle, individuelle et particulière va survivre à la mort. Ça veut dire que nous expérimentons, que nous participons d'une certaine immortalité, d'une certaine éternité, nous l'expérimentons dans la vie elle-même, naturellement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'un corps peut faire. Exactement, et comme on ne sait pas ce qu'un corps peut faire, on est toujours dans la possibilité de l'ailleurs ou de l'autre, c'est-à-dire de l'infini, et donc, en fin de compte, de l'éternité. Voilà. Et ça, je prétends que ce sont des thèses matérialistes. Pas du tout des thèses idéalistes ou religieuses, ce sont des thèses matérialistes. De la dialectique matérialiste. Voilà, tout à fait.
Et donc à la réponse « qu'est-ce que vivre ?» on peut donner deux réponses opposées. La première réponse c'est vivre, c'est survivre, c'est-à-dire c'est être dans la poursuite de son intérêt tant qu'on le peut et être au fond un perpétuel condamné à mort, et d'où la vie pauvre, naturellement, la vie qui se défend, la vie qui est purement négative finalement. Ou bien on peut répondre, vivre c'est essayer de trouver les champs dans lesquels, les possibilités dans lesquelles nous expérimentons notre rapport à l'infini. Nous expérimentons cette figure d'éternité dans le temps que la philosophie nomme une vérité. Voilà. On peut redire aussi, c'est la vie en rapport avec quelques vérités. Les vérités sont plurielles, il n'y a pas la vérité avec un grand V, ça c'est la capture par là. La procédure de vérité dans le politique. Oui, tout à fait. Ça vaut le coup, parce que c'est quelque chose qui intéresse. C'est tout à fait Vous important. avez hier dit, justement, que qu'est-ce que ça veut dire démocratie, par exemple. Aujourd'hui, il faut penser même à l'étymologie, à un changement dans le lexique du mot, non? Tout à fait, le mot démocratie est un mot tout à fait usé. D'ailleurs, quand on voit qu'à un moment donné, George Bush a fini par légitimer l'expédition en Irak par l'idée d'apporter la démocratie. Évidemment, il avait dit tellement de mensonges avant qu'il était obligé. On voit bien que démocratie est un mot qui n'a plus aucun sens. Hein. Démocratie, c'est exactement aujourd'hui, de façon dominante, le nom du système politique le plus approprié au développement du capitalisme. Ce n'est pas autre chose. Mais on peut aussi essayer de garder les mots. Je suis intervenu un peu là-dessus. Bon, est-ce qu'on va abandonner le mot démocratie aux adversaires? Est-ce qu'on va le garder? C'est une question compliquée. C'est pour ça que moi je dis aussi politique d'émancipation, parce que on sait... Bon. Mais je voudrais dire deux choses sur la politique. Premièrement, je pense que là aussi, il est absolument clair que politique n'a un sens véritable que si on y trouve le rapport à l'infini. C'est comme pour le reste. Et le rapport à l'infini, dans la politique, ça ne peut pas être la figure de l'État. Ça, c'est très important. Moi, je reste marxiste et communiste sur ce point. L'idéal de la politique, c'est quand même la collectivité s'occupant d'elle-même et réglant de manière immanente ses propres problèmes. Et donc c'est forcément le fait qu'il n'y a pas d'autorité transcendante ou de bureaucratie séparée qui s'occupe de ces affaires-là. Et donc politique, ça veut dire s'approcher de la possibilité du communisme. Si on prend communisme en son sens étymologique, c'est-à-dire le souci du commun réglé de manière immanente à la collectivité. Et direct. Voilà. La démocratie directe ou l'association, il y a beaucoup de noms pour ça. Et c'est l'expérimentation de ça dans un processus réel qu'il faut appeler politique. Et là, on touche à l'infini, parce qu'on sait très bien qu'en effet, cette idée est simplement la source infinie de possibilités d'intervention, d'action, pratique, etc. Ce n'est justement pas un état des choses. C'est un devenir, c'est un processus. Ça, je voudrais rappeler ce point-là. Et donc, ce n'est que sous cette idée du rapport du collectif à lui-même comme possibilité infinie, finalement, qu'on peut parler de politique vraie, de politique au sens de la politique vraie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la situation. Est-ce que la crise, qu'est-ce que la crise actuelle du capitalisme peut signifier politiquement? Ah, une question qui se pose, déjà. Ça commençait déjà. Alors, je vais dire, donner mon appréciation. L'aspect négatif, c'est que nous ne sommes pas prêts. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas prêts. Ça veut dire quoi? Quel nous? Nous qui avons justement les idées dont on vient de discuter. Les idées générales dont on vient de discuter. Nous qui essayons d'être les militants de ces idées. Chacun à sa façon. Hein. Nous ne sommes pas prêts. Les forces populaires, ouvrières,
prolétaires, appelons-les comme on veut, sont encore faibles, inorganisés et largement dominés par les conservatrices. Et de plus en plus. De plus en plus. Donc nous ne sommes pas prêts, et donc ça c'est l'aspect négatif des choses. Nous ferons ce que nous pourrons. L'aspect positif, c'est que je crois que tout ce que nous avons discuté concernant le capitalisme est en quelque manière présenté comme spectacle. Parce que la plupart des gens regardent cette crise comme un spectacle. La plupart des gens, ils ne sont pas boursiers, ils ne sont pas traders, ils ne sont pas banquiers, ils n'y peuvent rien, absolument rien en réalité. Et donc ils regardent cette crise avec peur, crainte, espoir. Mais c'est un spectacle structurel. Et ce spectacle, nous devons en tout cas l'expliquer. Voilà, c'est notre première tâche. Nous devons l'expliquer comme crise systémique du capitalisme et effondrement d'une vision du monde, et pas simplement d'un système financier. Nous pouvons faire cela. Et ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences parce que la propagande dominante depuis 20 ans, c'est la propagande selon laquelle ce système est le meilleur et qu'il n'y en a pas d'autre. Ben, si c'est ça qui est le meilleur et qui n'a pas d'autre, il faut quand même chercher autre chose. Vraiment, voilà, ça, on pourra le dire. Donc, peut-être, nous allons entrer dans une nouvelle séquence de la procédure politique, de la procédure de vérité politique. Peut-être. Mais il faut être lucide. L'idée qu'il va y avoir des conséquences immédiates, que des forces révolutionnaires nouvelles vont surgir tout de suite, je ne le crois pas. Je crois que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes en décalage, en retard sur le désastre du capitalisme lui-même, mais ça ne me rend pas pessimiste. Je pense que ce spectacle, si vous voulez, pour finir, je pense que ce spectacle est en tout cas didactique. Voilà. Le capitalisme est en train de présenter comme spectacle sa propre nullité. Il y a un obstacle. Quel considère la représentation. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette bien notion sûr. claire? Qui représente qui? Oui, ça c'est une question décisive. Je crois qu'il faut dire ceci. Dans la conception que nous sommes en train de développer ici de qu'est-ce que c'est que vivre, si nous soutenons que la vraie vie est toujours une certaine représentation d'un accès à l'infini, alors la question de savoir ce que c'est qu'une représentation devient fondamentale. Et il faut toujours critiquer les formes établies de représentation, naturellement. C'est toujours un moment fondamental, le moment négatif fondamental d'une procédure de vérité. Je suis frappé du fait que la critique de la représentation a été tout à fait active dans le domaine de l'art pendant tout le XXe siècle. Pendant tout le XXe siècle, on peut dire que ça a été un fil conducteur de la création artistique que de défaire les modèles mimétiques, d'ailleurs, de la représentation. Je suis frappé de voir aussi que cette critique de la représentation a été tout à fait active à un certain moment dans la pratique politique. Comme mai 68. Ouais. Pour parler de ce que je connais le mieux. Mais pas seulement. Dans toutes les années 60, il y a eu un vaste mouvement de critique de la représentation. Mais cette critique de la représentation, à mon avis, est restée inachevée. Parce qu'en fin de compte, elle a donné le culte du mouvement. Mais nous savons qu'en politique, le culte du mouvement n'est pas une procédure de critique de la représentation entièrement pertinente, parce que ça reste prisonnier de l'opposition entre mouvement et État, et tant qu'on reste prisonnier de l'opposition entre mouvement et État, il y a des séquences mouvementistes enthousiasmantes, et puis ensuite on retombe malgré tout dans l'État. J'ai été très frappé, moi, dans mon expérience politique française, du nombre de gauchistes enthousiastes du mouvement de mai 68 qui ont fini finalement par élire Mitterrand. Voilà. Et nous savons aujourd'hui que l'élection de Mitterrand, ça a été le début de la restauration générale, malgré tout. Et parce que
en définitive, y retomber dans le modèle traditionnel de la représentation des mouvements par les partis de gauche. Voilà. Même sens, l'histoire de Mitterrand avec Andrés Papandreou, qui a stoppé. Oui, la radicalisation qui est venue avec le contre-mandat de la dictature rwandaise. Je pense qu'une partie de la question de la représentation politique est encore devant nous. Ce n'est pas un problème clarifié aujourd'hui. Je suis convaincu que la vieille logique des partis politiques est une logique fatiguée, disons, une logique difficile, mais ce qui peut se substituer à ça, et qui ne serait pas simplement le culte du mouvement, est en partie obscur. Voilà. C'est, pour le dire banalement, la question de l'organisation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la question de l'organisation? C'est une question compliquée, c'est une question qui est en travail. Je dirais que c'est une question qui est expérimentale aujourd'hui. Nous expérimentons les uns et les autres que nous pouvons faire dans cette direction. Et c'est évidemment ce problème qui va devenir le problème clé dans les années qui viennent. Parce que nous savons que le mouvement pur est nécessaire, absolument, mais qu'il n'est pas la solution. Nous savons que les formules d'organisation autoritaire ont fait faillite, et nous savons que la démocratie parlementaire n'est pas la solution. Donc les modèles de représentation sont tous en crise. Vous avez tout à fait raison qu'il y a eu une critique de la représentation très avancée dans l'art moderne du XXe siècle. On pourrait dire même qu'il y a eu aussi une critique souterraine et même ouverte de la représentation dans le domaine politique. Si on prend toutes les révoltes, révolutions populaires, prolétarienne, etc., du 19e siècle jusqu'à maintenant. La Commune de Paris, c'était déjà une représentation et comme accidentelle, pas seulement d'une forme d'État ou d'une autre forme d'État, mais de l'État en tel. Tout à fait. Et ensuite, la première période, si vous voulez, des conseils des soviets, en Révolution d'octobre, ou même après l'Espagne, ou la Révolution culturelle. Et mai 68, comme Bien vous sûr. savez, parce que vous êtes un des rares qui est resté fidèle. Mais j'avais déjà été frappé par l'importance prise en France par le 40e anniversaire de mai 68. Beaucoup plus important que n'a été le 30e, ou même le 20e. Spectacle. Alors, c'était en partie tourné du côté de la nostalgie, du spectacle, de l'histoire, mais à mon avis, pas entièrement. Parce que moi, j'ai fait pas mal de réunions en France sur mai 68, et il y avait une nouvelle génération d'intérêt pour cette affaire. En réalité, justement, les gens qui ont été infidèles à mai 68, qui se sont ralliés à Mitterrand ou à Sarkozy même, ceux-là sont les gens qui ont 40 ans, 50 ans, voilà. Mais derrière viennent d'autres. Et ces autres se demandaient sincèrement ce qu'avait été mai 68. Voilà. C'était pas simplement une marchandise, c'était quelque chose qui était une vraie question. Et cette question, elle est la poursuite de ce que tu dis, là, qui est tout à fait exact. Au fond, la critique communiste de l'État a animé le mouvement populaire depuis très longtemps. J'ai moi-même proposé de parler d'invariant communiste, de dire qu'en un certain sens, dans les grands mouvements populaires, presque peut-être depuis Spartacus jusqu'à nos jours, il y a une critique de l'État, il y a une volonté de mettre fin à la représentation, de mettre fin à la séparation interne à la politique entre les acteurs collectifs et finalement le résultat. Voilà. Ça existe, ça traverse l'histoire. Mais le problème, c'est que on sait très bien que les leçons de l'échec de ces critiques en acte de la représentation ont été si dramatiques qu'il y a toujours eu une revanche des organisateurs stricts. Parce que la Commune de Paris, moi, je ne cesse d'y penser, d'écrire dessus, c'est un modèle pour moi éternel. Alors vraiment, il y a une idée éternelle de la Commune de Paris. Il faut reconnaître que le bilan actif de la Commune de Paris, ça a été quand même le parti léniniste, qui a dit, oui, tout ça c'est bien joli, mais c'est pas la peine de se faire non plus écraser dans le sang à chaque fois. Et donc, tant que nous ne serons pas centralisés, organisés de façon sérieuse sur le plan militaire, nous serons toujours vaincus. C'était une remarque juste.
Et après tout, Lénine a montré qu'en effet, il pouvait durer plus longtemps que la Commune de Paris. Vous savez que Lénine a dansé sur la neige le jour où le pouvoir des soviets a duré un jour de plus que la Commune de Paris. Et donc cette question de la durée, cette question de la victoire, cette question de ne pas être simplement dans le symbole de l'émancipation, mais dans sa réalité, est une question qui continue à nous travailler. Et donc nous sommes toujours, voilà, et nous sommes toujours pris, je crois encore aujourd'hui, dans cette difficulté, mais qui est une difficulté passionnante. Après tout, dans l'art ou dans les sciences, on est toujours aussi dans des difficultés. Dans la danse. Dans la danse. Absolument. On est toujours entièrement dans la difficulté. Et là, on est toujours pris dans cette tension, dans cette difficulté, entre d'un côté, ce que j'appellerais au fond la poésie du communisme populaire, sa dimension d'enthousiasme, de soulèvement, de création aussi, et puis la question de l'ennemi. La question de l'ennemi, comment traiter l'ennemi? Comment traiter l'ennemi? Ça, c'est une question. Donc, l'organisation. En politique, et donc la question de l'organisation, donc la question du minimum de pouvoir qu'il faut pouvoir quand même exercer pour protéger la poésie du communisme populaire. Parce que c'est ça le problème, c'est que elle peut s'exprimer, elle peut se déployer, mais l'ennemi est là. Et donc il faut protéger tout cela. C'est la raison pour laquelle je continue à penser que des violences défensives sont inévitables. On ne peut pas se proposer... C'est ce que vous dites en ce qui concerne la Grèce, c'est une énorme importance parce que l'année passée, on a vécu sur des dilemmes, sur des problèmes de cette violence défensive dans la rue, dans la rue d'Athènes, de nouveau, comme en France d'ailleurs. Ils accusent le communisme d'être violent, et même il y a un bouquin en grec aussi en accusant vous d'être un défenseur de la violence. Mais en vérité, le capitalisme, c'est la violence organisée à l'État. C'est la violence banalisée en plus. Banalisée, quotidienne. Mais je trouve extraordinaire que nous... plus intelligent. Ouais. Voilà, parce que qu'est-ce que la télé? Qu'est-ce que c'est l'émission qu'on voit, que les gens voient? À la télé, c'est pas une violence du cerveau, non? Non, constamment. Et en plus, c'est tout de même un peu fort qu'on nous accuse de violence, alors que ça fait des années que nous ne faisons rien, si je puis dire. Alors que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la persécution des étrangers partout, et le gonflement incessant des prisons. Parce que même le monde occidental est un monde de prisons. Il faut quand même savoir que le plus grand goulag actuel, c'est aux États-Unis tout de même, avec 2 millions de personnes dans des prisons absolument horribles. Donc ça... Moi, je ne me laisse pas intimider par cette propagande. Vraiment, réglez vos propres problèmes de violence avant de venir m'embêter, moi, qui, au fond, pour l'instant, ne fait que parler autant que je peux. Et donc, au fond, il ne faut pas discuter ces questions avec les adversaires, parce que de toute façon, ils sont de mauvaise foi, ils sont hypocrites, etc., ils ne cherchent qu'à nous disqualifier. Par contre, on peut en discuter entre nous. La question de la violence est une vraie question. Et je pense qu'elle est au cœur du problème qui est le nôtre. C'est-à-dire le rapport entre la révolte populaire, collective, le mouvement, les formes de résistance d'un côté, et de l'autre la question de l'ennemi, justement. C'est une question extraordinairement difficile, parce que la question de l'ennemi, c'est la question de l'organisation, c'est la question aussi de la violence défensive, c'est la question de la possibilité de faire durer ce qui existe et de ne pas être simplement dans les fêtes de l'émancipation. Voilà. Nos problèmes sont un peu plus difficiles, ceux que nous discutons entre nous sont un peu plus difficiles, un peu plus compliqués, et peut-être peut-on les ramener pour finir, enfin peut-être revenir à la question dont nous sommes partis, la question qu'est-ce que vivre? Finalement, qu'est-ce que vivre en politique? Qu'est-ce que c'est que vivre dans l'élément de l'existence de la politique? Et je pense que vivre, là, c'est... La formule générale reste bonne, c'est être en relation avec une idée infinie, c'est être en relation avec une vision de l'avenir. Mais je pense que c'est installer la vie dans une tension, pas dans une satisfaction,
justement. Je pense que quand même, il faut opposer la tension à la satisfaction. En plus, je pense que c'est ceux qui vivent dans la tension de l'infini qui sont véritablement heureux. Ça, je voudrais le dire. Là, je voudrais reprendre Platon. On s'est beaucoup moqué de Platon, qui explique que c'est le sage qui est heureux, le philosophe qui est heureux, et pas l'opportuniste sophiste. Mon expérience, c'est que c'est Platon qui a raison. Mon expérience, pas simplement ma théorie. À savoir que quand on a, dans quelques circonstances, réussi à articuler sa vie avec l'idée, avec l'infini, etc., on est réellement plus dans le bonheur que quand on est dans la poursuite indéfinie de la satisfaction des intérêts individuels. Je le vois dans la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les gens de ma génération ou des générations qui ont suivi, qui ont été des renégats de l'idée politique. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureux, je le vois bien, ils n'ont pas de joie véritable, ils sont installés. Et finalement, eh bien, ils ont peur de la mort. Et ils ont peur de la mort. Ils ne sont pas des héros, comme vous. Et non, ils ne communiquent pas avec l'immortalité dont la vie est capable. Mais pour être dans ce bonheur, il faut accepter d'être dans la tension et non pas dans la satisfaction. Et quelle est notre tension principale, je crois, pour la vie en politique, puisque c'est d'elle que nous parlions? C'est la tension entre la dimension d'enthousiasme et presque de fête qu'il y a dans la lutte, dans le mouvement, quand il se passe quelque chose, dans la vie collective, et l'extraordinaire concentration et difficulté et lenteur aussi des problèmes. C'est-à-dire le fait que si vous réussissez dans un coin avec quelques ouvriers une réunion après des efforts considérables, si ça se passe bien, vous êtes heureux. Mais ce bonheur est pris entre la promesse populaire d'un côté, la promesse de l'émancipation, et puis un travail très, très concentré, très minutieux, très difficile, très intellectuel en réalité, qui est le problème de l'organisation. Et dans cette tension entre la dimension collective du mouvement et la solution minutieuse des problèmes les plus aigus de la politique, il y a une tension, il y a une grande tension. Et cette tension, c'est ça, à mes yeux, la vie véritable. Qu'est-ce que vivre? C'est accepter cette tension, y compris lorsqu'elle est éloignée de la pure et simple satisfaction. Simplement, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse nous beaucoup, cette vague de nationalisme, de nouveau nationalisme grec. Hier soir, à l'Institut français, on a eu un accident. Une attaque violente. Un attaque violente. Quand Verietis vous avez accueilli, que vous venez ici, pas pour les Grecs modernes, mais pour le mot grec, Aletheia, Phos, etc. Pour quelque chose qui quand même est tourné vers l'universalité de la dimension grecque. Ce n'est pas le grec en tant que tel, comme personnage identifié à lui-même, ou comme personnage identifiable depuis l'extérieur, mais le grec quand même comme une entité ouverte justement sur l'universalité. Et cette ouverture sur l'universel, transite par quelques termes qui ont été repris et transmis dans l'humanité entière, qui ont fait retour même en Grèce, qui sont des mots comme Aletheia, Enai, Physis. Et donc, mieux vaut aborder, je dirais, le miracle grec à travers ses signifiants majeurs qu'à travers des identifications ethniques, à travers des identifications qui renvoient à une espèce d'excellent grec. On souffre de ça, pas seulement
par l'extrême droite, même par les gauches. Vivre, c'est s'arracher à la particularité. Sinon, on est dans la vie de la particularité. Mais la vie de la particularité, c'est ce qui n'a aucune infinité propre. C'est au contraire vouloir la fermeture. C'est vouloir le clos. Moi je dirais la même chose pour français que vous pour grec. Français, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire la Révolution française, ça peut vouloir dire justement les propositions philosophiques concernant l'émancipation, ça peut vouloir dire mai 68. Bon, c'est vrai, ça a eu lieu en France. Mais c'est français uniquement parce que n'importe qui peut se saisir de ça avec enthousiasme et générosité. C'est évidemment la même chose pour la Grèce ancienne ou la Grèce moderne, qui a aussi des épisodes politiques tout à fait intéressants et universellement intéressants. Mais c'est pour ça que nous ne sommes pas du tout éloignés là, de la question qu'est-ce que vivre. La vie qui veut la fermeture violente du national est une vie condamnée. Hein. Et vivre vraiment, c'est toujours... Nous sommes tous des animaux particuliers, hein, nous avons tous une langue, un pays, etc. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais c'est quand nous pouvons faire de cela un usage qui est proposé à tout le monde, à l'humanité tout entière, que nous sommes dans la vie véritable. Et c'est pour ça que je dis, vivre, ce n'est jamais retourner à la particularité. Elle est toujours trop là, de toute façon. On n'a pas besoin d'y retourner et d'en rajouter. Hein. Si nous pouvons, par contre, nous arracher un peu à la particularité et communiquer avec tout le monde, et tout, là, terminons par une référence à ce bon vieux Marx. Et véritablement, Marx est celui qui a dit, quand même, les prolétaires n'ont pas de patrie. Et il faut lui donner toute sa résonance. Il ne voulait pas dire que les prolétaires n'habitaient pas la France, qu'ils n'étaient pas français, etc. Il voulait dire que, pour autant qu'ils ont à jouer un rôle dans l'histoire, ces prolétaires, ce sera une proposition universelle. Pour quelle Grèce? Elle écoutait, dubitative Iphigénie effarouchée, la splendeur de la Grèce ne tient qu'à moi. Mais personne ne monte de bon gré à l'autel du sacrifice. C'est la nuit qu'on laisse le chien détaché. Les gardiens ont été dépensés à des factions déjà inutiles, et le temps toujours le même, maussade depuis des semaines, un faucon ennuyeux, signe de la colite des généraux. Elle écoutait, et résolue à n'accepter aucune autre duperie, elle fabrique par elle-même la matière, le voile et la couronne et un crayon taillé. Elle effleure l'autel, elle appelle le prêtre de la bibliographie, et elle se laisse tuer de façon scolastique, à la lettre. Donc, pour quelle Grèce? Et Clytemnestre, pantoise, ma chère fille, quel dieu t'a enlevé? Teute ou Diane, la sale lesbienne?